Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Les Béninois s'inquiètent de moins en moins de la propagation de la COVID-19. Le relâchement des mesures barrières le prouve bien. Vous suivrez dans un instant le reportage de Laurette Konkangbe à ce propos. Hors de nos frontières, un cessez-le-feu a été conclu tard ce lundi soir pour le Haut-Karabakh, région de Caucase. Et puis, sortie de Joe Biden hier, le nouveau président américain élu implore ses citoyens à porter le masque et à mettre un terme à toute posture politique à ce sujet. Merci de votre fidélité. À Abomey-Calavi, la COVID-19 n'est plus une question de grande préoccupation. Depuis la levée du cordon sanitaire, la vie a repris son cours normal, même si la maladie reste bien présente dans le pays. Et cependant, dans les rues d'Abomey-Calavi, ainsi que dans les marchés, gares, banques, lieux de culte et services publics, le constat reste le même. Les gestes barrières sont abandonnés par la plupart des citoyens. Relative au coronavirus, le gouvernement béninois a pris une série de dispositions. Entre autres mesures de lutte contre la propagation de la COVID-19, les gestes barrières obligatoires rappelés à longueur de journée sur les médias et différents canaux de communication sur tout le territoire national. Mais après quelques mois d'application des mesures et barrières pour lutter contre la COVID-19 au Bénin, on observe un relâchement dans certaines villes. C'est le cas de la commune d'Abomey-Calavi. On est fatigué de pratiquer les mêmes mesures. En fait, oui, moi-même, ça m'arrive parfois d'oublier le masque. Pour être franc avec vous, parfois on le porte pour éviter d'être arrêté. Pour certains citoyens rencontrés, les gestes barrières sont difficiles à respecter. C'est une période un peu compliquée pour tout le monde. Et le port du masque, les gestes barrières et puis laver les mains à chaque fois, ce n'est pas dans nos habitudes. Donc il arrive des fois que avant de sortir de la maison, on oublie le masque, on est obligé de prendre ça au bord de la... C'est un peu compliqué, je n'arrive pas à respecter ça tous les jours. Différents arguments justifient ce non-respect des gestes barrières. Au marché d'Akasato, certaines vendeuses se disent fatiguées du port des masques. Moi ici, je ne crois pas que la maladie existe. Ils ont dit que les gens sont morts, mais je vais voir ceux qui sont décédés avant de croire. Personne n'est mort dans mon entourage. Je suis fatiguée du port de masque. Je l'ai mis depuis le matin, mais tout mon visage me brûle et ça me gratte. J'ai dû l'enlever. Pendant ce temps, d'autres s'y conforment. Nous les IM, respectons les consignes données par le gouvernement plus que tout le monde. Tu vois n'importe quel IM, il a le masque sur son visage. On le dit à tous les clients qu'on veut prendre. Si un client ne met pas son masque, on ne le... Je suis venu en vacances, ça fait à peine une semaine. Mais je constate que c'est bien géré à Cotonou, précisément au Bénin. Donc je peux dire que je félicite le ministre de la Santé de ce qu'il a mis en place à l'aéroport de Cotonou, à notre arrivée et puis au départ. Une note positive tout de même dans les administrations publiques et structures privées où toutes les dispositions prises pour protéger les citoyens sont résolument respectées. Le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodja, a effectué sa visite annuelle dans la commune d'Abomey-Calavi où le maire Angelo Évariste Arwandjinou lui a fait le bilan de sa gestion tout en lui présentant les défis auxquels il est confronté avec son conseil communal. L'article 151 de la loi numéro 90-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin autorise le préfet à effectuer une visite statutaire une fois l'an dans les communes. C'est en respect à cette disposition légale que le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodja, a effectué cette visite dans la commune d'Abomey-Calavi. Occasion pour le maire Angelo Arwandjinou de présenter à l'autorité préfectorale les caractéristiques de sa commune. La commune d'Abomey-Calavi que vous visitez aujourd'hui s'étend sur une superficie de 539 km² et est subdivisée en 9 arrondissements ayant chacun à sa tête
un chef d'arrondissement. Elle compte 149 villages et quartiers de ville. Sa population est estimée à 800 000 habitants et est désormais la commune la plus peuplée de notre pays, le Bénin, et regroupe la presque totalité des ethnies de notre pays, avec pour dominance l'ethnie Aïzo. Les différentes couches socio-professionnelles de la commune ont été représentées pour accueillir le préfet et sa délégation. Dans son discours, Jean-Claude Kodia a salué la bonne gouvernance dont fait preuve le conseil communal d'Abomey-Calavi. La gouvernance, la bonne qui demande justement que nous soyons à l'écoute du peuple, des citoyens, que nous mettons le citoyen au cœur de la gestion de la cité. La bonne gouvernance qui veut que justement nous placions l'intérêt général au-dessus de tout. La bonne gouvernance qui voudrait que les règles, les procédures, les normes soient respectées. C'est tout, la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance qui veut que le conseil communal fonctionne bien. Je suis heureux de savoir à travers le discours du maire que le conseil fonctionne parfaitement, que les commissions permanentes ont été mises en place et que ça a commencé à fonctionner, puisque c'est ces commissions qui mâchent le travail qui doit être, n'est-ce pas, qui doit aller en conseil en session communale. Au cours de cette visite, plusieurs sujets concernant le développement de la commune ont été abordés. Après ces échanges, l'autorité préfectorale accompagnée du maire a visité quelques infrastructures en construction dans la commune d'Abomey-Calavi. Lancement hier de l'atelier national d'évaluation des revues annuelles édition 2020 de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO. Objectif, renforcer l'intégration régionale et booster les performances du Bénin en Afrique de l'Ouest. Cette 6e édition de la revue annuelle de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO a pour objectif l'approfondissement de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Pour le coordonnateur de la cellule de l'intégration régionale, il est important de travailler à la spécificité de cette année. L'ambition de cette année permettra bien sûr à notre pays de juger cette performance afin de faire face à cette nouvelle dynamique. Et de maintenir le Bénin au premier rang en matière de taux de réalisation des performances au niveau de l'UEMOA. C'est pourquoi, à travers cet atelier, nous allons faire d'une part le point de l'avancement, de la transposition et de la mise en œuvre des directives, protocoles, règlements, décisions de l'UEMOA de la CEDEAO, pour lesquels votre département ministériel est impliqué, et d'autre part, de vérifier le niveau des taux d'exécution physique et financière des programmes et projets de l'UEMOA et de la CEDEAO en cours au Bénin. Selon le directeur de cabinet du ministère de l'Économie et des Finances représentant le ministre, ce rendez-vous est l'occasion de préparation à l'amélioration du score du Bénin dans les mois à venir. L'exercice auquel vous êtes conviés au cours de cet atelier, loin d'être une rencontre de plus, permettra aux acteurs que vous êtes de faire le point de mise en œuvre des actes communautaires dans vos différents secteurs et vous préparer à améliorer le score du Bénin à la prochaine revue. Malgré le contexte Covid, l'atelier vise donc à contribuer à l'harmonisation des pratiques au sein des unions communautaires et à cultiver la proactivité susceptible de promouvoir et de révéler la participation effective de notre pays au processus d'intégration régionale afin de bénéficier des avantages de notre appartenance aux institutions communautaires que sont l'UEMOA et la CEDEAO. Quant à Bachassi Yaovi, représentant résident de l'UEMOA après le Bénin, cette auto-évaluation est l'étape préparatoire avant la revue technique des 7 et 11 décembre prochains.
Actualité en dehors du Bénin, un cessez-le-feu a été conclu tard lundi pour le Haut-Karabakh, région du Caucase où s'affrontent depuis plus d'un mois les armées arménienne et azerbaïdjanaise. Un test signé quelques heures après l'attaque involontaire des forces azéris contre un hélicoptère russe dans le ciel arménien. Nouvel accord de cessez-le-feu. Annoncé par l'Arménie dans la nuit de lundi à mardi, l'accord de cessation des combats entre les forces azerbaïdjanaises et arméniennes, qui dure depuis le 27 septembre dernier, a été confirmé par le président russe Vladimir Poutine. Aujourd'hui, le 9 novembre, le président azerbaïdjanais Aliyev, le premier ministre arménien Pachinian et le président russe ont signé une déclaration sur un cessez-le-feu total et toutes les activités militaires dans la zone du conflit du Haut-Karabakh à minuit, heure de Moscou, le 10 novembre. La République d'Azerbaïdjan et la République d'Arménie gardent les positions qu'elles occupent. Le long de la ligne de contact au Nagorno-Karabakh et le long du couloir reliant le Nagorno-Karabakh avec l'Arménie, un contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est en cours de déploiement. Un total de près de 2000 hommes et 90 blindés russes devraient en ce sens être déployés sur le terrain pour veiller à faire respecter cet accord. Celui-ci intervient au lendemain de l'annonce du président azéri Ilham Aliyev de la prise de Chouchi, une ville stratégique qui se situe à une quinzaine de kilomètres de Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh. Si Aliyev s'est félicité d'avoir, selon ses propres mots, chassé les Arméniens, le Premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, s'est lui exprimé sur Facebook, donnant son sentiment teinté d'amertume après la conclusion de cet accord. C'est une décision incroyablement douloureuse pour moi et pour notre peuple. La décision est basée sur des analyses approfondies de la situation au front et des discussions avec des experts. Cela n'est pas une victoire, mais il n'y a pas de défaite tant que l'on ne se considère pas soi-même battu. Cela doit marquer le début d'une nouvelle ère pour notre unité nationale. Cette annonce a suscité une très vive colère dans la capitale arménienne. Ils étaient des centaines cette nuit à descendre dans la rue pour crier à la trahison de leur Premier ministre. La foule a envahi le siège du gouvernement arménien, saccageant certains bureaux de l'édifice. Si le bilan de ces dernières semaines est encore très difficile à quantifier, des civils ont à plusieurs reprises été touchés par des bombardements meurtriers. La pandémie du coronavirus est au cœur de la vie politique aux États-Unis. Sortie cette nuit de Joe Biden qui implore ses concitoyens à porter le masque et à mettre fin à toute posture politique à ce sujet. Une déclaration qui intervient alors que la Cour suprême réexamine à partir d'aujourd'hui la constitutionnalité de l'Obamacare, une réforme ambitieuse du système de santé américain initiée sous Barack Obama. Son ex-vice-président entend l'entendre depuis la Maison-Blanche, mais les procureurs généraux républicains demandent son annulation. Je sais qu'il n'y a rien que le peuple américain ne puisse accomplir lorsque nous travaillons ensemble comme un seul peuple avec une seule mission. Nous pouvons maîtriser ce virus, je vous le promets. Nous pouvons reconstruire notre économie mieux qu'auparavant. Nous pouvons remédier aux disparités raciales qui nuisent à notre pays. C'est en notre pouvoir. Alors portons un masque, mettons-nous au travail. Vous savez, je sais qu'il n'y a rien que le peuple américain ne puisse accomplir lorsque nous travaillons ensemble comme un seul peuple avec une seule mission. Nous pouvons maîtriser ce virus, je vous le promets. Nous pouvons reconstruire notre économie mieux qu'auparavant. Nous pouvons remédier aux disparités. Puis l'annonce de la victoire de Joe Biden via les médias est très controversée. Suivez ici les explications de nos confrères de RT France. Des aspects les plus contestés par les partisans de Donald Trump, le fait que ce soit les médias qui aient annoncé la victoire de Joe Biden. Samedi midi, si un certain nombre de personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes aux États-Unis, c'est à la suite de projections annoncées par des médias tels que CNN ou encore Associated Press. À ce moment-là, ils se basent sur le décompte en Pennsylvanie où leurs projections avancent le fait que Joe Biden a une avance suffisante pour ne plus être rattrapé par son concurrent Donald Trump, faisant de lui le président élu
élu des États-Unis. Mais pour les partisans du locataire de la Maison-Blanche, cela pose plusieurs questions. Est-ce que ce résultat doit être considéré comme officiel alors que seuls les médias l'ont avancé pour le moment? Surtout que ces médias en question, on en a souvent parlé, ont dans leur grande majorité fait campagne contre Donald Trump. Sont-ils dès lors les plus légitimes pour jouer les arbitres alors que le décompte se poursuit dans un certain nombre d'États et que des recours ont été déposés par l'équipe juridique de Donald Trump? Écoutez ce qu'en pense le principal intéressé. Depuis quand les minables médias de masse décident qui sera notre prochain président? Nous avons tous beaucoup appris au cours des 2 dernières semaines. Alors il faut quand même reconnaître que des médias tels que Fox News ou le New York Post, plutôt acquis à la cause du président sortant, ont également annoncé la victoire de Joe Biden. Mais cette situation n'est pas sans rappeler celle qui s'est déroulée en l'an 2000 lors d'une élection qui a vu s'opposer George W. Bush à Al Gore. À l'époque, un recours dans l'État de Floride avait conduit à un recomptage des bulletins. Il avait fallu attendre 36 jours pour qu'un vainqueur soit désigné. Alors malgré la situation pour ce mois de novembre 2020, certains dirigeants considèrent la victoire de Joe Biden comme acquise. C'est le cas notamment en Europe. Emmanuel Macron, Angela Merkel ou encore Boris Johnson ont d'ores et déjà adressé leurs félicitations à l'ancien vice-président. Même chose en ce qui concerne le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. D'autres dirigeants ont eux décidé de rester un peu plus prudents et de patienter jusqu'à l'annonce des résultats officiels. C'est le cas par exemple de la Chine ou encore de la Russie qui préfèrent ne pas se précipiter pour commenter des résultats qui sont contestés par le président sortant lui-même. Idem, enfin, du côté du président mexicain qui dit vouloir attendre que toutes les questions légales soient résolues pour ne pas faire preuve d'imprudence. Reprise des négociations post-Brexit depuis ce lundi entre Bruxelles et Londres. En ligne de mire, le 31 décembre, date butoir à la fin de la période de transition entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Reste plus qu'à le faire. Ce sont les mots de Boris Johnson sur les chances de parvenir à un accord post-Brexit entre Londres et Bruxelles. Après s'être entretenu avec la présidente de la Commission européenne ce week-end, le Premier ministre britannique se montre optimiste. Pourtant, les points de désaccord sont bel et bien toujours là et ce sont toujours les mêmes. Il y a la pêche. Sur ce dossier, l'Union européenne souhaite pouvoir accéder librement aux eaux britanniques riches en poissons alors que le Royaume-Uni désire en contrôler l'accès. Et puis il y a les garanties exigées par l'Union européenne sur la concurrence. L'UE souhaite s'assurer que le Royaume-Uni respecte par exemple les mêmes normes que Bruxelles en matière de droit du travail ou d'environnement afin de protéger le marché européen et ses entreprises. Avec Boris Johnson, le Premier ministre britannique, nous avons fait un état des lieux des négociations. Quelques avancées ont été faites, mais de grandes divergences subsistent, notamment sur la pêche et les garanties d'équité. Nos équipes continueront de travailler d'arrache-pied la semaine prochaine et nous resterons en étroite communication dans les prochains jours. Car le temps pour trouver un terrain d'entente est compté. La mi-novembre avait été fixée comme date limite pour conclure un accord qui puisse être adopté par le Parlement européen avant le 1er janvier 2021. C'est à cette date que le Royaume devrait se détacher des normes de l'UE. En l'absence d'avancées concrètes, c'est la menace d'un no deal qui revient frapper à la porte des deux parties. Malgré les efforts de l'UE pour trouver des solutions, de sérieuses divergences subsistent sur les garanties d'équité, de gouvernance et de pêche. Ce sont des conditions essentielles à tout partenariat économique. L'UE est prête à tous les scénarios. Sans compter que la récente élection de Joe Biden met un peu plus la pression sur les Britanniques. Boris Johnson a beaucoup misé sur sa relation avec Donald Trump pour espérer obtenir un accord commercial avec les États-Unis. Quant à Trump, on se souvient tous des éloges adressés à son homologue britannique, homologue qu'il qualifiait de type bien. C'est donc une opération séduction que Boris Johnson a lancée sur les réseaux sociaux le 7 novembre, date à laquelle le monde entier a appris l'élection de Joe Biden. Le Britannique a été l'un des premiers à féliciter le démocrate. Félicitations à Joe Biden pour son élection en tant que président des États-Unis et à Kamala Harris pour cette victoire historique. Les États-Unis sont nos alliés les plus importants et j'ai hâte de coopérer étroitement sur nos priorités communes, du changement climatique au commerce et à la défense. Les relations entre Boris Johnson et Joe Biden ne sont pas vraiment au beau fixe. Lors de la campagne pour le Brexit, Joe Biden n'avait pas hésité à qualifier Bojo de, je cite, clone physique et émotionnel de Donald Trump. Pas sûr donc que cette offensive de charme parvienne à porter ses fruits. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À demain.